Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Céline Frémaux, Bonjour. Ministre bruxelloise du logement, de l'énergie, de l'environnement notamment, membre du CDH. On va commencer par l'accueil des réfugiés. Seulement 15 personnes la nuit dernière au WTC. C'est un flop pour le fédéral ? Écoutez, d'abord, je pense qu'il était urgent que le fédéral prenne ses responsabilités sur le dossier. Avec mes collègues Rudy Vervoort et Pascal Spett, nous l'avons interpellé par rapport à la situation qui se dégradait très fort aux alentours de l'Office des étrangers. Moi, je constate simplement que l'ANVA a dicté l'agenda du gouvernement fédéral sur cette question-là, avec un peu à la manière d'un western, Franken dans le rôle du bon, Bart de Wever dans le rôle du méchant pour satisfaire son électorat, et puis faisant passer les migrants pour des truands. Oui, ça c'est une référence cinématographique. Tout à fait. Ouais. Donc ils sont en attente, donc très peu qui dorment au WTC, la plupart qui restent sous tente. Une fois qu'ils ont ce statut, on va pouvoir les loger à Bruxelles ? Écoutez, j'ai pris en tout cas les devants sur la question, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réuni au sein de mon cabinet toute une série d'acteurs associatifs qui œuvrent dans l'insertion par le logement, afin de préparer à un certain moment leurs effectifs et augmenter surtout leurs effectifs, puisqu'ils avaient été diminués par le gouvernement fédéral, pour que d'ici 1 mois, 2 mois, quand les réfugiés politiques auront leur statut déterminé, mais nous soyons prêts à pouvoir les accueillir, leur donner un maximum d'informations par rapport aux dispositifs auxquels ils auront droit. Ouais. Du côté du mouvement réformateur, on dit aussi que l'insertion, ce n'est pas que le logement, mais qu'il faudrait un parcours d'intégration, et que notamment pour cette vague d'immigration, le parcours d'intégration devrait être obligatoire. Vous êtes d'accord ou pas ? Écoutez, je pense que le moment n'est pas à ce débat sur obligatoire ou pas obligatoire. Aujourd'hui, on est dans la crise de l'accueil. Il faut pouvoir accueillir l'ensemble des réfugiés politiques de façon digne, de prendre toute une série de mesures qui me semblent urgentes et de préparer effectivement l'après sur le logement, sur l'action sociale et sur l'enseignement, un de vos sujets au journal Parler déterminé. Oui, alors je voudrais vous montrer 2 tweets de Theo Franken, donc c'est le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration. On va les voir. Alors, le premier qui date d'hier soir, si les gens veulent dormir dehors, ok, mais alors ne critiquez plus le gouvernement. Et puis un autre tweet qui date de ce matin, j'ai mis en place un accueil basique, 14 personnes seulement. Visiblement, on préfère dormir sous la tente. Arrêtez de me critiquer et les excuses sont les bienvenues. Merci. Je n'ai jamais réagi aux provocations de la NVA. Et si je devais le faire, je devrais le faire assez régulièrement quand je pense notamment aux déclarations de ma collègue du logement dans le nord du pays. Donc ça, c'était Lisbeth Homans qui disait qu'on ne doit pas avoir de logement si on a une résidence secondaire ailleurs. Exactement. Alors les Bruxellois vont ou sont en train de connaître un boom démographique. On parle d'1,5 million de Bruxellois à l'horizon 2060. Dans le journal Le Soir ce matin, vous annoncez que vous allez transformer des bureaux inoccupés en logement. Comment est-ce que vous allez faire ? On a une difficulté effectivement à Bruxelles qui est celle d'un rythme de production qui doit s'accélérer. Il y a toute une série de moyens qui sont mis en œuvre par rapport à la production du logement aujourd'hui à Bruxelles. Et puis il y a toute la réification du foncier à Bruxelles. Donc il me semblait important que la Société régionale de logement, que les sociétés de logement public puissent certainement se porter acquéreuses d'un certain nombre de biens, dont les logements vides et les immeubles vides. Ça représente 8% du vide au niveau du bureau. Donc c'est la Société régionale de logement qui va acheter des bureaux et prendre à sa charge la et transformation. Accélérer la production. Ouais, on a une idée du nombre de logements qu'on pourrait remettre comme ça. On sait en tout cas qu'il y a 8% d'immeubles de bureaux inoccupés à Bruxelles et donc pour avoir un rythme accéléré et donc faire bénéficier aussi plus rapidement les Bruxellois et espérer diminuer aussi la masse des personnes en attente d'un logement social. Ça va être suffisant pour faire baisser la pression qu'il y a sur les loyers ou sur le prix des logements. Écoutez, j'ai toujours été très clair sur la question. Il n'y a pas une voie unique en matière de logement. On va lancer aussi un partenariat sous peu public-privé pour permettre de pouvoir déterminer 500 logements en plus au niveau de Bruxelles dans ce partenariat public-privé. Il y a tout le travail que je perds maintenant depuis différents mois sur les agences immobilières sociales. Il y a le travail sur le logement étudiant. Donc il n'y a pas un faisceau en matière de logement. Les colocataires, on sait qu'il y en a de plus en plus. Tout à fait. Est-ce qu'ils vont enfin avoir un statut qui permet de pacifier ou de consolider les relations avec les propriétaires ? Tout à fait. Donc j'y travaille puisque vous savez que j'ai pris des engagements par rapport à la régionalisation du bail. Je déposerai un texte dans le courant de 2016 avec toute une série de réponses. En 2016, il y aura un statut pour les colocataires. C'est ce que nous souhaitons puisqu'il y a toute une série de nouvelles formes d'habitat qui doivent être prises en considération dans le cadre de la régionalisation du bail. Vous citez la colocation. Effectivement, nous avons aujourd'hui plus de 10% de personnes qui souhaitent ou qui sont dans des formes de colocation. C'est des jeunes
mais c'est aussi des personnes plus âgées par rapport à leur volonté de rompre l'isolement. Donc, nous travaillerons sur la colocation. Et donc, ça veut dire qu'on signera collectivement, mais qu'on pourra changer de partenaire de colocation. On est en train de travailler sur le meilleur mécanisme qui assurera de la sécurité juridique, tant pour les propriétaires que les bailleurs en matière de colocation. C'est aussi toutes des nouvelles formes d'habitat, c'est l'intergénérationnel, c'est ce qu'on appelle aussi le bail glissant, c'est-à-dire des associations qui vont prendre en location un logement, par exemple par rapport à un public de sans-abri, et puis au fur et à mesure de la relation de confiance qui va s'installer entre le propriétaire et le locataire, eh bien, ce bail va glisser de l'association à la personne physique. Oui. Vous savez qu'on juge à chaque fois les ministres du logement en fin de législature en disant « Ah, celui-là, il a créé autant. Ah, celui-là, il a promis tant, mais il a fait qu'un quart ou la moitié. » On a un monitoring permanent de production du logement. Il y a un accord de gouvernement et donc on est extrêmement vigilant quant à la production de logement. Mais je vous l'ai dit aussi, il y a nécessité de pouvoir diversifier nos modes de production. Dans l'amélioration des logements, les Bruxellois connaissent bien les primes énergie. Oui. Elles sont menacées ou pas quand on est en période de difficultés budgétaires? Non, on a dit qu'on avait un montant de 22 millions et donc je souhaite le pérenniser. La seule chose que j'ai expliquée, c'est qu'il y avait 22 millions par an, qui était et ça restera jusqu'à la fin de la législature. Une évaluation des primes qui a eu lieu avec différents acteurs, je pense au syndicat des locataires, syndicat des propriétaires, aux maisons de l'énergie, qui a eu lieu en 2015. Et je dis que je viendrai et je déposerai sur la table du gouvernement dans les jours qui viennent maintenant un nouveau régime de primes qui se concentrera sur les primes qui sont les plus lisibles et les plus efficaces en matière d'audit, d'isolation et de chauffage. Et que je l'ouvrirai, audit, isolation, chauffage. Tout à fait, et que je l'ouvrirai à des nouveaux publics, c'est-à-dire aux collectivités, à permettre à un certain moment aux écoles, aux crèches, à toute une série d'acteurs qui n'étaient pas concernés de pouvoir bénéficier de ces primes. La difficulté pour les Bruxellois, c'est que ça change assez souvent. Justement, et que c'est difficile de s'y retrouver. L'objectif est de pérenniser sur les 4 années à venir. Donc la réforme que vous ferez, elle sera définitive. Tout à fait. Il y a une réforme fiscale à l'étude, ce qu'on appelle le fameux tax shift bruxellois. Selon le journal L'Écho de ce matin, on pourrait envisager de baisser l'impôt des personnes physiques jusqu'à 3%, mais en compensation, ça veut dire qu'on supprimerait toute une série de mesures plus ciblées, des primes, des réductions d'impôts, qui donc passeraient à la trappe. Ça pourrait être le cas de mesures en faveur de l'énergie. Comment vous accueillez l'idée? Alors écoutez, je pense que la réforme fiscale poursuit un certain nombre d'objectifs louables. Je n'ai eu de cesse de répéter qu'il fallait ancrer toute une série de populations à Bruxelles, en particulier des jeunes qui ont grandi dans un certain nombre de quartiers et qui ne peuvent plus, une fois qu'ils sont adultes, qu'ils ont un emploi, que leur compagnon, leur compagne a un emploi, rester dans le quartier qui est le leur originellement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est sur la table, il faut bien le comprendre, c'est d'abord le rapport des experts qui ont travaillé pendant plus d'une année par rapport à la proposition de base qui est dans l'accord de gouvernement, et puis toute une série de scénarios qui permettent effectivement de faire 1% de plus, un autre %. On va travailler aujourd'hui à l'analyse de toutes ces propositions. Donc ça, c'est pour l'instant un plan. Il y a des experts qui ont planché, qui ont remis un rapport à Givenengel. Exactement. Mais l'information de l'Écho, sur l'information de l'Écho, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, oui, c'est bien de baisser les impôts de manière assez substantielle, mais linéaire pour tous les Bruxellois, et on arrête d'aider certains publics plus spécialisés, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Non, je pense qu'à un certain moment, il faut évaluer l'ensemble des mesures qui sont proposées aujourd'hui et voir leur impact par rapport au public. Donc je n'aurai pas une réponse tout à fait carrée. Je vous dis simplement aujourd'hui, je peux avoir toute une série de réserves par rapport aux propositions des experts qui sont sur la table, notamment par rapport à la question de la fin du régime des titres-services, parce que je pense qu'à un certain moment, ça a permis aussi de stopper une partie du travail au noir. J'ai évidemment, et vous pouvez le comprendre, des réserves par rapport aux réductions fiscales pour des ménages qui ont des enfants à charge. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là. C'est le gouvernement ou c'est le Parlement qui tranchera? Alors, Guy Van Hegel a été très clair sur la méthodologie. Il nous a transmis toute une série de propositions. Le gouvernement, bien évidemment, tranchera, mais je sais qu'il a la volonté d'ouvrir un débat au Parlement et je pense ça très sain. Alors, on va revenir à Twitter. Beaucoup de questions sur le survol de Bruxelles. Bien évidemment. C'est un des dossiers dont vous avez la compétence. Je vous en montre quelques-unes. Où est-ce qu'on en est pour les procédures en conflit d'intérêts? Où est-ce que vous en êtes des discussions avec Jacqueline Galland? Où est-ce qu'on en est dans le respect des infractions sur les normes de bruit à l'est, au nord, au sud, en plein centre de Bruxelles? Quand est-ce qu'on atteindra la légalité? Donc il y a beaucoup de questions. Mais je les connais bien parce qu'ils m'interpellent assez régulièrement, moi-même aussi sur mon tweet, et heureusement d'ailleurs. Donc d'abord, petit rappel, nouveau plan de Jacqueline Galland, nouvelle route. Vous avez saisi le comité de concertation. Ce comité de concertation se réunit le 14 septembre. Le 16 septembre. Voilà. Pourquoi d'abord est-ce qu'il fallait saisir le comité de concertation? Il y a vraiment des nouvelles nuisances ou des nuisances supplémentaires par rapport à avant? Mais ce qu'on voit, c'est qu'à un certain moment, au moment de l'entrée en vigueur du moratoire,
le 2 avril et que j'ai toujours dit qu'il fallait un certain moment travailler sur une solution structurelle et que ce n'était qu'un certain moment une réponse partielle, mais qu'elle était là et que bien évidemment il fallait pouvoir l'encourager, c'est qu'on s'est rendu compte le 19 juin qu'il y avait des modifications qui étaient opérées et que donc on avait touché en fait à ce moratoire rentré en vigueur le 2 avril. Et puis je dispose aujourd'hui de toute une série de chiffres en matière d'infraction qui démontrent qu'à partir du 19 juin, il y a eu un survol intensif notamment du canal. J'attends maintenant bien évidemment dans les jours qui viennent les chiffres pour l'ensemble de Bruxelles. Les sonomètres, il y en a 15 maintenant en région bruxelloise, notamment la route du canal, on sait bien mesurer. Avec notamment une période de nuit 23h, 7h du matin, on voit une explosion des infractions entre 6h et 7h du matin. Ouais. Les habitants du Sud, Etterbeek, Oderghem, Watermal-Boisfort, ils avaient plutôt enregistré une amélioration. C'est assez variable et donc ce qu'on peut constater, j'attends les chiffres pour le moment, c'est qu'il y a de nouveau un survol intensif du sud-est de Bruxelles. Le comité de concertation se réunit, ça va avoir pour effet de geler la mesure. Qu'est-ce qui se passe La après mesure a été suspendue à partir du moment où j'avais saisi le comité de concertation. Force est de constater que Mme Galland a pris plusieurs semaines pour respecter cette demande-là. Soit, je viendrai avec toute une série de demandes, mais ce que je demande depuis un an, c'est une solution durable pour Bruxelles, pour la qualité de vie des Bruxellois, dont les plaintes explosent au quotidien auprès de Bruxelles Environnement. Il n'est pas normal aujourd'hui. Une plainte sur deux concerne le survol, bien évidemment, une plainte sur deux concerne le survol de Bruxelles. Et alors, ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles, M. Grosfilet. L'allongement de la nuit, c'est recommandé par tout le monde aujourd'hui. J'ai déposé un rapport benchmarking sur l'ensemble des aéroports européens qui sont en fait dans des situations comparables à celles de Zaventem par rapport à Bruxelles. À Schiphol, par exemple, toute une série de mesures qui sont prises, notamment sur l'allongement de la nuit, et qui n'ont pas perturbé l'activité de l'aéroport pour autant. Ouais, il y a peut-être moins de fret à Schiphol qu'à Bruxelles. On a toujours dit à un certain moment aussi, il faut peut-être réfléchir à la répartition des vols aussi sur l'ensemble du pays. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des réunions entre vous et Mme Galland, ou entre les techniciens de Céline Frébault et les techniciens de Jacqueline Galland à ce stade? Pas encore. Non, et j'ai toujours demandé la mise en place de ces groupes de travail sur l'allongement de la nuit, sur la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante, sur toute une série de solutions structurelles. On sait qu'il y a une directive européenne qui va figer les conditions d'exploitation des aéroports. Mme Galland de venir avec une solution qui est concertée avec le niveau bruxellois. Ça veut dire qu'on va arriver trop tard. Non, Monsieur Grosfilet, depuis un an, je constate simplement que Mme Galland, à un certain moment, n'a jamais pris une décision en concertant les principaux acteurs de ce dossier, à savoir les Bruxellois eux-mêmes. Donc c'est une manière qui n'est pas possible de poursuivre. Et donc, je saisirai le momentum aussi du comité de concertation pour expliquer à l'ensemble des ministres que nous devons travailler ensemble. Et que donc, si à un certain moment, ils ne considèrent pas que Bruxelles est assez audit dans sa demande, ce que je ne pense certainement pas, mais je me réserve tout droit de continuer à aller en action cessation environnementale avec les chiffres qui sont à ma disposition aujourd'hui. J'entendais que Mme Galland... Ça veut dire des poursuites judiciaires, ça veut dire des astreintes pour les compagnies? Ça veut dire des astreintes, les amendes pour les compagnies. Il y en a 222 qui ont encore été délivrées il y a peu de temps. Mais on les perçoit vraiment ou pas? On les perçoit, on a envoyé des contraintes fiscales. Vous savez, j'ai entendu dire à un certain moment par Mme Galland que je faisais de l'abus de droit. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une juridiction qui a considéré que le fait de pouvoir percevoir les astreintes à Bruxelles n'était absolument pas de l'abus de droit, que c'était le droit de la qualité de vie de l'ensemble des Bruxellois. Et donc je continuerai et je suis extrêmement déterminé sur le sujet. Il nous reste une minute. Un mot sur la pollution atmosphérique, donc pas la pollution sonore. On va revoir les seuils de pollution. Il y a un seuil de préalerte à 70 microgrammes par mètre cube ppm. On instaure à ce moment-là les fameuses limitations de vitesse. Vous voulez un seuil à 50 microgrammes, et je l'ai lu dans le journal Le Soir ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire à 50 microgrammes? On va donner l'information la plus rapide par rapport au public. On ne va pas attendre d'être à ce seuil de 70. C'est la norme qui est recommandée par l'OMS. Et puis, parallèlement, je travaille évidemment à l'instauration de zones de basse émission temporaires en cas de pic de pollution. Et puis, je pense que Bruxelles doit être au rendez-vous par rapport à d'autres villes aussi qui sont en réaction, de dire simplement il faut travailler sur une zone de basse émission permanente. J'ai envoyé un appel et un signal à un certain nombre de communes qui se sont dites preneuses de pouvoir travailler sur ce type de schéma. À 50 microgrammes, on fera juste de l'information. Juste d'information. Et c'est à 70 microgrammes qu'on continuera de limiter la vitesse. On va prendre toute une série de mesures. Merci Céline Frébault d'avoir été l'invitée de l'interview. Demain, c'est Loreton Collins qui sera notre invitée. À demain.